Bonjour, bienvenue sur la chaîne MathPro pour cette nouvelle vidéo consacrée aux machines électriques. Dans cette vidéo, nous allons étudier la génératrice à courant continu. Pour cela, nous allons commencer par le type de génératrice. Puis nous allons voir la génératrice à excitation séparée, encore appelée génératrice à excitation indépendante. Nous allons migrer vers la génératrice à excitation shunt ou parallèle ou encore en dérivation. Nous allons voir la génératrice à excitation série. Nous allons aussi étudier la génératrice à excitation compound ou composée. Puis nous allons donner un exercice de consolidation. Sans plus tarder, on distingue 4 modes d'excitation des génératrices. On a les génératrices à excitation séparée ou indépendante, les génératrices à excitation shunt ou parallèle ou en dérivation, les génératrices à excitation série, les génératrices à excitation composée ou compound, qui comportent les génératrices à courte et à longue dérivation. Quelle que soit la génératrice, le modèle équivalent de l'induit, le modèle de l'induit est le suivant. Son modèle équivalent, c'est une FEM en série avec une résistance. IA est le courant de l'induit. Donc E est la FEM de la génératrice. U est la tension aux bornes de l'induit. IA est le courant de l'induit. Et R est la résistance de l'induit. L'équation de base de la génératrice, du moins de son induit, donne, en appliquant la loi des mailles, E est égal à U plus R A IA. E est égal à E, U plus R, IA. Avec E qui est égal à K phi oméga. Et le couple électromotrice est égal à K phi IA. À vide, pour un même courant d'excitation, le flux est constant. Ce qui implique que E est égal à K oméga, qui est encore égal à Kn. Et le couple électromotrice qui est égal à K phi IA est encore égal à K IA, puisque le flux est en constant. Cette relation permet généralement de calculer la force électromotrice à une vitesse de rotation précise, lorsqu'on a la force électromotrice à d'autres vitesses de rotation. En effet, si le moteur tourne à une vitesse, si la génératrice tourne à une vitesse N1, elle crée un champ E1 qui est égal à KN1. Pour N2, crée un champ E2 qui est égal à KN2. Puisque K est une constante, et la même constante, on aura E1 sur N1 est égal à E2 sur N2. Cette relation est très utilisée lors des exercices pour le calcul des forces électromotrices ou alors pour le calcul des vitesses de rotation. Nous allons poursuivre avec la génératrice à excitation séparée ou indépendante. Une source indépendante, qui peut être une batterie, alimente l'inducteur, qui est notre stator, pour créer le champ, pour créer le courant d'excitation et le flux d'induction. La génératrice reçoit de l'énergie sous deux formes. Voici notre génératrice. Elle reçoit l'énergie sous deux formes. Il y a d'abord, sur son arbre du rotor, voici l'arbre. Elle reçoit l'énergie mécanique qui provient d'une turbine ou d'un moteur d'entraînement à la fréquence de rotation N. Sur son inducteur, elle reçoit de l'énergie électrique qui provient d'une source indépendante. Voici l'inducteur, voici la source indépendante d'énergie. Le schéma équivalent de cette génératrice à excitation indépendante, en remplaçant tout simplement l'induit par son schéma équivalent, donne la figure C. Nous avons vu que U était la tension aux bornes de l'induit, E était la FEM de la génératrice, R était la résistance de l'induit, IA le courant d'induit. Ici, I est le courant de la charge et IE est le courant d'excitation. RE, qui est encore égal à petit r, est la résistance de bobinage de l'inducteur.
Mu, UE est la tension d'excitation. N est la fréquence de rotation du rotor. Pour une génératrice à excitation indépendante, I, le courant de charge est encore égal au courant d'induit, IA. Un rhéostat peut être branché en série avec la résistance d'inductance R, la résistance d'inducteur RE pour faire varier le courant d'excitation. La génératrice à excitation indépendante a un arbre de puissance bien connu, dont l'arbre de puissance est le suivant. La puissance absorbée est PA. On a dit que c'est sous deux formes, la forme mécanique et la forme électrique. PA est égal à C oméga plus UEIE. Ici, nous sommes encore dans l'inducteur. Après puissance absorbée, il y a les premiers perte. C'est la perte au niveau de l'inducteur, qui est une perte joule. PJ excitateur, donc PJE, qui signifie perte joule de l'excitateur. C'est égal à RIE carré, qui est égal à UEIE. Puis, on a la puissance transmise. Cette puissance transmise est égale au couple mécanique fois oméga, qui est la vitesse de rotation, ou alors la fréquence de rotation. Puis, nous avons les pertes faites dans l'entrefer. Ensuite, nous avons la puissance électromagnétique. Cette puissance électromagnétique est égale au couple électromagnétique multiplié par oméga, qui est encore égal à E fois I. E étant la force électromotrice et I étant le courant de charge. Après la puissance électromagnétique, on a les pertes mécaniques. Nous sommes dans l'induit. Les pertes mécaniques, PM, puis les pertes joules dans l'induit, PJR, qui est égal à RI carré. Enfin, nous avons la puissance utile, PU, qui est égal à UI. Le rendement peut être soit électrique, soit industriel. Pour le rendement électrique, NE, c'est égal à puissance utile divisé par la puissance électromagnétique. Donc, le rendement NE est égal à PU sur PEM, qui est égal à UI sur EI, qui est égal à U sur E. Le rendement industriel, c'est égal à puissance utile sur la puissance absorbée. Ou encore puissance utile sur puissance utile plus somme des pertes. Nous passons à la deuxième génératrice à excitation shunt ou parallèle ou encore en dérivation. Contrairement à la génératrice à excitation indépendante, la génératrice à excitation shunt fait partie des génératrices auto-excitées car elle produit elle-même son propre courant d'excitation qui généralement est faible par rapport au courant induit. Voici notre génératrice. On constate que l'excitation n'est plus séparée de l'inducteur. L'inducteur n'est plus séparé de l'induit. Le schéma équivalent permet d'avoir ce schéma. Le rhéostat est utilisé pour faire varier le courant d'induit de l'excitateur IE. E étant la FEM, R étant la résistance de l'inducteur, de la résistance d'induit, IA le courant d'induit, REH le rhéostat, RE la résistance des enroulements de l'excitateur, I le courant de charge. Pour une excitation shunt, si on applique la loi des nœuds, on a I est égal à IA moins IE. Donc, le courant de charge est égal au courant d'induit moins le courant de l'excitateur. En appliquant la maille, on a E est égal à U plus RIA. Et, de même, les branches étant en parallèle, U est égal à UE, qui est égal à RE plus résistance rhéostat multiplié par IE. Lorsque la génératrice est entraînée en rotation, le flux rémanent crée une faible FEM qui entraîne un courant d'excitation IE dans l'inducteur. Pour obtenir l'amorçage, il faut que la génératrice d'abord soit ravide. Donc, on ne démarre la génératrice d'excitation shunt qu'à vide. Il faut aussi que l'induit ou le rotor soit entraîné en rotation
à une vitesse suffisamment pour créer IE. Et enfin, il faut que la résistance totale du circuit inducteur soit inférieure à une valeur critique. Pour le bilan des puissances de la génératrice à l'excitation séparée, à l'excitation parallèle, on a d'abord dans l'entrefer, déjà on a d'abord la puissance absorbée. Cette puissance absorbée est une puissance purement mécanique. Ici, il n'y a pas de puissance électrique. Puis, il y a les pertes constantes dans l'entrefer, qui sont les pertes mécaniques et les pertes fer. Lorsqu'on enlève ces pertes de la puissance absorbée, on obtient la puissance électromagnétique. PEM qui est égal au couple électromagnétique fois oméga, qui est encore égal à E fois courant d'induit, E fois IA. Nous sommes ici dans l'inducteur. Nous avons donc les pertes joule de l'inducteur, PJE, inducteur ou excitateur, PJE, qui est égal à RE plus R rhéostat, le tout multiplié par I carré, par IE carré, qui est encore égal à UE, IE. Puis, nous allons dans l'induit, où nous avons les pertes joule de l'induit, R fois IA carré. Et enfin, nous avons notre puissance utile, qui est une puissance électrique, PU est égal à UI. Le rendement électrique est donné par PU sur PEM, puissance utile sur puissance électromagnétique, qui est égal à UI sur EIA. Et le rendement industriel, puissance utile sur puissance absorbée, est égal à puissance utile sur puissance utile plus somme des pertes. Nous passons à la génératrice à excitation série. L'induit et l'inducteur sont en série. Comme on peut voir ici, on a l'induit en série avec l'inducteur. Le courant d'excitation est donc égal au courant débité par la génératrice elle-même. Donc le courant d'excitation est encore le courant d'induit. L'amorçage ne peut donc avoir lieu qu'en charge. Car pour qu'il y ait courant d'induit, qui est encore courant de charge, il faudrait qu'il y ait une charge. C'est pour cela que ces machines à excitation série ne sont pas trop utilisées. Le schéma équivalent est le suivant. En excitation série, I est égal à IA qui est égal à IE. Donc le courant de charge est égal au courant d'induit qui est égal au courant d'inducteur. La loi des mailles aussi permet d'avoir E est égal à U plus RE multiplié par I. Le bilan des puissances nous permet d'avoir la puissance absorbée qui est égale parce que notre puissance absorbée. Après la puissance absorbée qui est une puissance mécanique, c'est oméga, on a les pertes constantes qui est égal aux pertes fait plus les pertes mécaniques. Puis on a la puissance électromagnétique, nous sommes dans l'inducteur, qui est égal à EIA. Puis les pertes joule dans l'inducteur, REI carré. Nous entrons dans l'induit, où on a les pertes joule dans l'induit, RI carré. Et enfin on a la puissance utile. Le rendement électrique est égal à puissance utile sur puissance électromagnétique, qui est égal à U sur E. Et le rendement industriel, c'est puissance utile sur puissance absorbée, qui est égal à puissance utile sur puissance utile plus somme des puissances, plus somme des pertes. La génératrice à excitation compound ou encore composée. L'inducteur est formé de deux enroulements. Un enroulement en série, avec appelé RE1 et un enroulement shunt appelé RE2. L'amorçage se fait à vide. On distingue deux types d'excitation composée. L'excitation longue dérivation et l'excitation courte dérivation. Quand on dit composé, c'est série parallèle. Pour l'excitation courte dérivation, l'induit est directement en parallèle avec REP. Le tout en série avec RES.
Les lois ou alors les équations de Kirchhoff permettent d'écrire IA est égal à IE plus I. En lançant la maille, en parcourant la maille, on a E moins R IA moins RE SI moins U égale 0. Et l'autre maille permet d'avoir, la grande maille du moins permet d'avoir U plus RE I moins REP IE égale 0. Pour la dérivation longue, c'est-à-dire l'induit, d'abord en série avec RES, le tout en parallèle avec REP, on a une longue dérivation. Les équations de Kirchhoff permettent d'avoir IA est égal à IE plus I. E moins R plus RES, IA moins U égale 0, puisque RES est en série avec la résistance R de l'induit. Pour la grande maille, on a U moins REP, I égale 0. Bilan de puissance. Nous avons la puissance absorbée, qui est une puissance mécanique, c'est oméga. On a la puissance, les pertes joules au niveau de l'induit, R fois IA au carré. On a les pertes joules au niveau de l'inducteur qui dépendent de la dérivation. Lors d'une courte dérivation, les pertes joules, c'est RES I carré plus REP IE carré. Et pour une longue dérivation, les pertes joules, c'est RES IA carré plus REP IE carré. On a aussi les pertes constantes qui est égale aux pertes faibles plus les pertes mécaniques. On a la puissance électromagnétique qui est égale à E fois IA. Puis la puissance utile qui est égale à UI. Bien sûr, on a aussi les rendements. Le rendement est égal à puissance utile sur puissance absorbée. Voici un exercice de consolidation. Vous pouvez mettre pause à la vidéo. Vous résolvez cet exercice. Vous laissez vos difficultés en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Rendez-vous dans une prochaine vidéo.